Et enfin, nous arrivons à la dernière vidéo de la série Programme nucléaire. Nous avons commencé par les États-Unis, puis nous sommes allés en Russie, ensuite en Chine. Nous avons vu le rôle de l'intelligence artificielle dans la gestion des armes nucléaires, puis les autres pays comme l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, et enfin, maintenant, nous allons terminer avec Israël. Nous verrons comment leur arsenal nucléaire s'est développé et à quoi il ressemble aujourd'hui. Et surtout la modernisation de leur programme nucléaire, incluant les aspects liés aux armes nucléaires. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez, parce que personne ne connaît cette chaîne. Il est totalement inconnu, et ce n'est pas sans raison. Je fais ce genre de vidéo qui n'intéresse presque personne, sauf ceux qui veulent vraiment approfondir le sujet. Plus sérieusement, académiquement. En enlevant les mythes, en écartant la conspiration, en éliminant le terrorisme psychologique que certains gars pratiquent. Ce sont ces personnes qui veulent un contenu plus dense et profond. Alors, merci beaucoup de suivre la chaîne Géopolitique Mondiale, mais partagez, donnez-vous un coup de pouce, cela aide déjà beaucoup. Mon nom est Géopolitique Mondiale, et voici la chaîne Géopolitique Mondiale. Le programme d'armes nucléaires d'Israël commence dans les années 1950, motivé par le sentiment de vulnérabilité après la création d'Israël et les conflits régionaux qui ont suivi. Sous la direction de David Ben-Gourion, Israël a lancé des efforts secrets pour acquérir la technologie nucléaire, trouvant en la France un partenaire crucial. Après la crise de Suez en 1956, la coopération franco-israélienne s'est intensifiée. Des ingénieurs français ont aidé à construire un puissant réacteur nucléaire de recherche et une usine de retraitement près de Dimona, dans le désert du Negev. En 1963, le réacteur de Dimona, appelé Centre de recherche nucléaire Shimon Peres, a été mis en service dans le plus grand secret. Ainsi, dès la fin des années 1960, Israël avait déjà produit des quantités de plutonium suffisantes pour une ou plusieurs armes nucléaires. En même temps, Israël a adopté, dès la fin des années 1960, la soi-disant politique d'ambiguïté nucléaire, ou Amimut en hébreu, un engagement implicite. Ne pas être, entre guillemets, le premier pays à introduire des armes nucléaires au Moyen-Orient. Israël interprète ne pas introduire comme ne pas tester, annoncer ou admettre officiellement son arsenal, tout en se réservant le droit d'en posséder. Cette interprétation a été consolidée par un accord tacite avec les États-Unis en 1969 lors de rencontres entre Golda Meir et Richard Nixon, qui n'a été révélé que de nombreuses années plus tard, dans le mémorandum de Henry Kissinger. Depuis lors, aucun gouvernement israélien ne confirme ni ne dément l'existence d'armes nucléaires. Toute mention directe est évitée et même censurée lorsqu'il s'agit de la presse israélienne. Cette ambiguïté, couronnée de succès pendant des décennies, visait à éviter les pressions internationales et une course aux armements régionales. Cependant, des épisodes comme la révélation d'informations par le technicien Mordechai Vanunu en 1986 au journal The Sunday ont révélé des détails du programme nucléaire israélien, indiquant un arsenal avancé et même la conception d'ogives thermonucléaires en développement à cette époque. Néanmoins, officiellement, Israël reste en dehors du traité de non-prolifération nucléaire et refuse même toute inspection internationale à Dimona, maintenant ainsi sa dissuasion nucléaire en dehors de tout accord formel. En janvier 2024, on estimait qu'Israël possédait un arsenal d'environ 90 ogives nucléaires, le même nombre. Cette estimation se situe à la limite inférieure d'une fourchette possible que certains analystes suggèrent pouvoir atteindre jusqu'à 300 armes nucléaires. On présume qu'Israël garde ses ogives stockées séparément de ses lanceurs en temps de paix. Israël poursuit une politique d'ambiguïté nucléaire, sans confirmer ni nier posséder des armes nucléaires, même si tout le monde sait qu'il en possède. Ce manque de transparence signifie qu'il existe une grande incertitude quant à la taille de l'arsenal nucléaire israélien, ainsi qu'à la puissance et aux caractéristiques de ses armes. L'estimation présentée repose en grande partie sur les calculs des stocks israéliens de plutonium de qualité militaire et sur le nombre de systèmes de lancement opérationnels à capacité nucléaire. Les emplacements des dépôts des ogives, qui seraient stockés et partiellement démontés, sont inconnus. Étant donné qu'Israël ne reconnaît pas officiellement sa possession apparente d'armes nucléaires, les Famsepidia, les situations où il pourrait les utiliser restent très incertaines.
Des rapports basés sur des entretiens avec des généraux israéliens à la retraite indiquent en son qu'Israël aurait envisagé d'utiliser des armes nucléaires s'il avait pensé qu'il allait perdre la guerre israélo-arabe de 1967, fin 2023. Des décideurs et commentateurs israéliens, dont un ministre suspendu pour ses propos, ont évoqué qu'Israël avait presque utilisé des armes nucléaires contre le Hamas. Israël. Deux cas sont très importants, car ils constituent au-dessus de rares exemples de hauts responsables israéliens reconnaissant apparemment l'existence et l'intention d'utiliser leur arsenal nucléaire. On estime qu'Israël détenait début 2023 un stock de 750 à 1, 110 kg de plutonium. Cela dépend du taux auquel le réacteur a également été utilisé pour la production de tritium. Sur la base de cette estimation, et en supposant que l'arsenal d'ogives israéliennes, probablement en armes à fission renforcée à un seul étage, Israël pourrait en théorie avoir construit entre 187 et 277 armes nucléaires en considérant environ 4 kg de plutonium par ogive. Cependant, comme d'autres États dotés de l'arme nucléaire, il était peu probable qu'Israël ait converti tout son plutonium en ogive. Et il a probablement attribué des armes nucléaires seulement à un nombre limité de lanceurs. De plus, la disponibilité du tritium nécessaire pour renforcer les ogives représenterait une limitation supplémentaire au nombre d'armes qu'Israël pourrait construire. Contrairement aux superpuissances pendant la guerre froide, on pense qu'Israël ne maintient pas de tête nucléaire montée sur des vecteurs de lancement en temps de paix. Autrement dit, les armes nucléaires sont stockées séparément des missiles et des avions et nécessiteraient un assemblage et un appariement avant leur utilisation. Cette pratique serait conforme à la politique d'ambiguïté et viserait à réduire les risques d'accidents ou d'alertes involontaires. De plus, comme ils n'admettent pas officiellement posséder des armes nucléaires, ils ne disposent pas d'une doctrine publique connue pour leur utilisation. Ainsi, le niveau de préparation immédiate serait inférieur car il n'y aurait pas d'ogive en alerte immédiate. Les analystes pensent que, dans un scénario de crise aiguë, Israël pourrait rapidement augmenter son niveau de préparation, par exemple en distribuant les ogives depuis les dépôts vers les bases aériennes, les silos de missiles ou les sous-marins. Mais il n'y a aucune indication publique qu'une telle mesure ait jamais été nécessaire. Jusqu'à présent, Israël n'a pas effectué de tests nucléaires déclarés. Le seul événement potentiellement lié au nucléaire a été l'étrange flash détecté par le satellite Vela en 1979 dans l'océan Indien. Certains soupçonnent qu'il s'agissait d'un essai nucléaire conjoint entre Israël et l'Afrique du Sud, mais cela n'a jamais été confirmé par aucun des deux pays. Le plutonium pour le programme nucléaire israélien est produit dans le réacteur nucléaire de Dimona, au centre de recherche nucléaire du Negev. Il s'agit d'un réacteur modéré à l'eau lourde, dont la puissance est estimée entre 40 et 70 MW, ou suffisamment pour irradier du combustible d'uranium naturel et produire du plutonium de qualité militaire. Des études des années 1980 ont estimé que ce réacteur produirait chaque année environ 9 à 10 kg de plutonium militaire, ou assez pour 1 ou 2 ogives par an. En plus du plutonium, Israël produit aussi du tritium, un isotope crucial pour augmenter le rendement des ogives, boosting, et pour d'éventuelles armes thermonucléaires. Le tritium est généré par l'irradiation de cibles de lithium-6 dans des réacteurs. On estime qu'Israël utilise son propre réacteur de Dimona, ou peut-être un réacteur spécial de plus petite taille, caché à cette fin. Comme le tritium a une demi-vie courte d'environ 12 ans et qu'il se désintègre rapidement, il est nécessaire de réapprovisionner périodiquement le stock pour maintenir la puissance des ogives déjà existantes. Des images satellites prises ces dernières années ont révélé de nombreux travaux de construction à Dimona. C'est le signe qu'Israël investit pour prolonger la durée de vie et la capacité de son complexe nucléaire entre 2018 et 2022. Des analystes du panel international sur les matières fissiles et d'autres organismes ont détecté une grande excavation près du réacteur et de nouvelles structures en surface. La plus grande expansion du site depuis des décennies. Pour le lancement d'ogives nucléaires, le vecteur nucléaire aérien traditionnel d'Israël consiste en des avions de chasse capables de larguer des bombes gravitationnelles ou des missiles de croisière à ogives nucléaires. Environ 30 des armes nucléaires israéliennes sont estimées être des bombes gravitationnelles destinées à être larguées par des avions F-16 ou F-15. La situation de la flotte israélienne de F-15 est incertaine.
Mais en 2019, un officier des États-Unis a déclaré à l'agence SIPRE qu'ils sont considérés comme l'escadron nucléaire d'Israël avec des bombes gravitationnelles nucléaires sans noyaux actifs. Elles sont probablement stockées dans des installations protégées près d'une ou deux bases aériennes, comme la base aérienne de Tel Nof, au centre d'Israël, et la base aérienne de Hazérin, dans le désert du Negev. Israël acquiert également 50 chasseurs F-35 des États-Unis. Les Américains et certains de leurs alliés de l'OTAN ont attribué une mission nucléaire au F-35, mais il n'est pas clair si Israël a l'intention d'attribuer cette mission également à ses chasseurs F-35. En ce qui concerne les missiles terrestres, jusqu'à 50 ogives seraient attribués au missile balistique Jericho, basé au sol, bien que le gouvernement israélien n'ait jamais confirmé publiquement la possession de ces missiles. On pense qu'ils sont situés. Israël encercle un émetteur intercepté, provoquant des problèmes avec Pépin. Fait. Reformal. Produit 2. Non. Navigue par étapes via Jericho 3 à 3 étages et une portée supérieure à 4000 km. Ce dernier est devenu opérationnel en 2011 et a peut-être déjà remplacé le Jericho 2. Ces dernières années, Israël a effectué plusieurs lancements d'essais de systèmes appelés propulsion de fusée. Ces essais peuvent être liés à des améliorations de sa force de missiles balistiques ou au développement de véhicules spatiaux de lancement israéliens utilisant des moteurs de fusée à propergol solide. Israël utilise 5 sous-marins diesel électriques de classe Dauphin construits en Allemagne pour ses missiles en mer. Ils sont basés à Haïfa, sur la côte méditerranéenne. Il existe des rapports non confirmés, selon lesquels tous ou certains de ces sous-marins ont été adaptés pour lancer une variante de croisière du missile Popeye. Armé d'une ogive nucléaire produite localement, donnant à Israël la capacité de mener une attaque nucléaire depuis la mer. Des sources proches du gouvernement israélien confirment officieusement à des journaux locaux, tandis que le gouvernement allemand nie officiellement que ces sous-marins puissent transporter des ogives nucléaires. Le 12 novembre 2024, Israël a lancé à la mer son tout nouveau sous-marin, le ENS Drakon, le 6e de la flotte et le plus grand jamais construit pour Israël. Les images montrent que son kiosque, sa tour, est beaucoup plus grand, et il y a des indices que le ENS Drakon incorpore un système de lancement vertical pour des missiles de croisière. Cela permettrait de lancer plusieurs missiles nucléaires en une seule fois et possiblement sous l'eau, augmentant ainsi la capacité d'attaque. Cependant, on ne sait pas officiellement quel type de missiles ces silos verticaux peuvent accueillir, ni s'ils seront effectivement armés d'armes nucléaires ou de missiles conventionnels à longue portée. Le Drakon termine ses tests en Allemagne et rejoindra la marine israélienne fin 2025, début 2022. Israël a signé un accord avec l'Allemagne pour acquérir 3 sous-marins classe Dakar, remplaçant les 3 plus anciens de la classe Dolphin. Les illustrations conceptuelles publiées de ces sous-marins montrent qu'ils seront probablement équipés d'un système de lancement vertical capable de tirer des types de missiles déjà existants ou des missiles encore à l'état de prototype. Depuis 2024, le programme nucléaire israélien a connu de nouveaux développements très profonds, tant dans le perfectionnement technique de ses vecteurs que dans le débat politique autour de sa politique de dissuasion. En juin 2024, Israël a mené un test important de propulsion de missiles, annoncé publiquement comme un essai d'un système de propulsion de fusée depuis la base de Palmachim. Le lancement, prémédité et rapporté seulement de manière superficielle par le ministère de la Défense israélien, a suscité une énorme spéculation internationale. Des analystes ont indiqué qu'il s'agissait d'un test de missiles de nouvelle génération. Jericho qui peut transporter des armes nucléaires, possiblement un prototype du Jericho 4 avec des sources russes, affirmant que le missile a parcouru environ 1800 km avant de tomber dans la mer Méditerranée, affichant des performances correspondant à un missile à portée intermédiaire. Et ainsi, nous concluons la série Modernisation des programmes nucléaires. Nous avons vu tous les pays qui possèdent entre des armes nucléaires, du moins officiellement, à notre connaissance, et très probablement oui, seulement ceux-là.
Après tout, il n'y a aucun indice ou élément qui indique l'existence d'autres pays en dehors de ceux que nous avons abordés dans cette série. Merci, à bientôt, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez pour aider la chaîne géopolitique mondiale à continuer d'exister. Votre soutien peut sembler minime, mais il est très important, surtout lorsque vous partagez sur d'autres réseaux sociaux. Cela donne en quelque sorte un certain coup de pouce à l'algorithme de YouTube et montre que les gens commencent à s'intéresser au contenu de géopolitique mondiale. Donc ça aide beaucoup. À bientôt et prenez soin de vous.